Bismillah. Mon vieil oncle, cette fois-là, n'avait pu m'accueillir sous son toit à cause de la scarlatine qui régnait et dont souffrait la petite Véronique. Le détail a son importance. L'excellent homme était venu me prendre à la gare, à la descente du dernier train, averti par le télégramme de mon arrivée inopinée. Il regrettait de n'avoir pu à temps m'aviser de l'impossibilité où il se trouvait de me recevoir. Mais ne t'inquiète pas, me dit-il, la main sur mon épaule, en un geste qui lui était familier. Tout s'arrangera parfaitement. Je vais préparer une chambre pour toi chez Merovac. Il est en voyage pour une huitaine de jours et m'a confié la clé de sa maison. Merovac, c'était un voisin, un ami aussi, qui m'avait connu tout enfant et qui vivait seul, grognant, avare et misanthrope. Mon oncle me racontait toutes les nouvelles du pays tandis que nous cheminions sur la route déserte. À cette heure tardive, la nuit était transparente, mais sans lune, étrangement striée, parfois du vol bleu-argent, presque maléfique, d'une luciole silencieuse comme une âme. Chez Merovac, où il m'introduisit, tout en multipliant les recommandations, ne touche à rien, ferme bien les portes, prend une précaution avant de monter. Mon oncle estima n'avoir point à s'attarder, sans doute par un souci de discrétion assez inattendu. Il se contenta de me prendre de l'eau pour la nuit à la pompe de la cuisine qui geignait bien fort en donnant par court spasme liquide un petit filet glacé, de rien du tout, qui ruisselait sur la carafe ventrue au col étroit. Toujours piloté par mon oncle, je pénétrai enfin dans la chambre qui m'était destinée. Comme toutes les chambres banales, avec un papier à fleurs défraîchi, un mobilier de chêne clair bien ciré, une odeur de propreté et de linge frais. Tu seras bien ici, me dit le brave homme en me prenant la main, soudain pressé. Nous t'attendons demain matin pour le petit déjeuner. Là-dessus, il alluma à ma bougie celle dont il s'était muni et, à petits pas précautionneux, me quitta en hâte après un dernier et rapide bonsoir. On aurait juré qu'il craignait de réveiller quelqu'un dans la maison en faisant quelque bruit insolite. Dans le couloir, il eut encore un geste très amical, presque encourageant, de la main, et, appuyé au chambranle de la porte, je le regardai s'éloigner vers les profondeurs de cette demeure qui ne m'était pas familière, où son ombre démesurée se pliait parfois à angle droit à la jointure du mur et du plafond. Pensif, ennuyé de mon involontaire intrusion sous un toit inconnu en l'absence du maître de maison, j'écoutais décroître le pas de mon oncle dans l'escalier, puis en bas sur le dallage du corridor, la porte d'entrée se referma enfin. J'étais seul. Au dehors, j'entendis siffler les trois notes conventionnelles dans notre famille, très facile pour se reconnaître de loin dans la foule, et par la fenêtre rapidement ouverte, je répondis de la même façon, joyeusement. Peu après, mon oncle avait disparu dans la nuit, alors par crainte des moustiques, je refermai la croisée, puis machinalement, je verrouillai la porte de ma chambre. Après cela seulement, conscient de ma sécurité, je me déshabillai et me glissai dans mon lit. Je fus lent à m'endormir, très lent. J'entendis plusieurs fois sonner les heures de l'église, toute proche, dont le clocher avait l'air de se pencher à ma fenêtre, ou bien souffler péniblement un petit train très loin dans la campagne, ou encore grincer des chaînes dans une écurie dont la porte était restée ouverte. Entre ces bruits, le silence dans la grande maison déserte se faisait toujours plus oppressant. Il bourdonnait même parfois à mes oreilles de façon terrible et inquiétante, me faisant accueillir comme une véritable libération le moindre bruit qui renouait pour moi le contact avec le monde extérieur. Cet étouffement dans le silence et ce coup haletant de ma respiration au moindre craquement se succédèrent pendant fort longtemps. Puis finalement, à force de me retourner dans mon lit, de m'immobiliser, de tapoter mon oreiller, de me gratter les jambes, je succombais brusquement au sommeil si longtemps désiré. Avais-je dormi longtemps? Je n'aurais pu le dire. Je ne me sentais pas fatigué. Dans la maison, quelque chose d'inusité avait dû se produire qui me tenait à présent assis dans mon lit, tout tendu, les mains moites, aux aguets. Au dehors,
Dans un jardin ou une grange, un chien aboyait gravement, mal réveillé, avec une demi-conviction. J'attendais anxieusement, retenant mon souffle. C'est alors que la chose se reproduisit. Quelqu'un marchait au rez-de-chaussée. Je percevais un pas, furtif peut-être, mais parfaitement distinct. Quelqu'un s'était donc introduit chez Merovac. Cette pensée me fut excessivement désagréable, au point que je sentis grimacer mon visage. Une foule tumultueuse de pensées m'assaillit. Était-ce le propriétaire rentré plus tôt qu'il ne l'avait laissé prévoir, à dessein peut-être, et qui me trouverait suant de peur dans mon lit? N'allait-il pas, surpris de ma présence, réagir avec une désastreuse violence contre laquelle je me sentirais impuissant? J'avais conservé de ce Mérovac le souvenir d'un solide gaillard. Était-ce au contraire quelque maraudeur certain de trouver la maison vide, ou peut-être mon oncle qui cherchait un secours pour la petite malade? Cette pensée me fit jaillir hors du lit, attentif au petit sifflement familial qui n'allait certes pas tarder à retentir pour me signaler une présence amie. Mon attente, hélas, fut déçue. Aucun bruit ne parvenait à mon oreille. Le silence effroyablement pesant n'était plus troublé que par le tic-tac menu et précipité de ma montre appuyée au bougeoir émaillé, sur la table de nuit recouverte d'un napperon au point de filet. Je ne savais que penser, ainsi debout dans l'obscurité, en robe de chambre, les jambes nues, avec sous mes pieds la frange emmêlée de la carpette de courte laine. Alors à nouveau, le pas retentit, plus proche, dans l'escalier, aurait-on dit, puis il cessa brusquement. Peu après, j'entendis claquer très nettement la porte d'entrée. On venait de sortir. Je me sentais paralysé, ridicule, mes jambes tout à coup tremblaient, sans avoir allumé la bougie car la clarté nocturne me permettait d'y voir assez. Je me hâtai vers la fenêtre et l'ouvris heureusement sans la faire grincer. J'avais agi très rapidement et j'avais l'espoir d'entrevoir mon mystérieux visiteur au moment où il descendrait les marches du perron. De ne rien distinguer ni là ni sur la route, j'en déduisis qu'on avait dû m'entendre et qu'on attendait à présent à l'abri du porche, dans l'enfoncement de la façade. Je scrutais la nuit, je me penchai en avant, essayant vainement de distinguer quelque chose en dessous de moi, certain toutefois de voir apparaître, après quelques minutes d'immobilité, une tête prudente s'assurant de la disparition de tout danger. Je n'entendais plus aucun bruit, j'étais persuadé que personne n'avait pu s'éloigner aussi rapidement, je croyais même discerner, en me forçant à écouter, un vague halètement, une nervosité immobile, celle d'une présence tapie dans l'ombre. Rien ne se passait, alors pour donner le change, je refermai bruyamment la fenêtre, comme si j'abandonnais la partie, et la rouvris aussitôt très prudemment. Quelques secondes encore, et sans aucun doute, j'allais être payé de ma patience. J'allais surprendre une ombre furtive sur les marches de pierre bleue ou sur le gravier devant la maison. Rien, absolument rien. J'entendis seulement sonner 2 heures à l'église et un grillon vigoureux perforer la nuit obstinément, comme avec un outil trop serrant, mal huilé. Finalement, la lassitude me prit de cette surveillance stérile. Je me sentais stupide, mon guet menaçait de se prolonger indéfiniment, et au moment où l'inconnu jugerait bon de s'élancer dans la nuit, je ne verrais sans doute passer vivement qu'une silhouette informe, impossible à identifier. En désespoir de cause, je jugeais donc plus sage de me recoucher. Oh, la sale, la dégoûtante impression de se lever en pleine nuit, comme je l'avais fait, et de trouver, en se recouchant, dans les draps qu'on vient de quitter, quelque chose de mou, d'humide, de gluant, comme un noyé inattendu qui se colle à vous dans sa froide nudité, et dont la disparition presque instantanée vous laisse juste assez de conscience pour trembler mécaniquement d'épouvante rétrospective. Je demeurai immobile, pétrifié d'horreur, avec encore, contre ma cuisse nue, la sensation de cette chose glaciale et molle qui venait de s'évanouir à peine, retournant à son néant. Ma main, avec une répulsion hésitante, tâta le lit à côté de moi, à la recherche de quelque chose, et ne rencontra rien. Alors seulement, j'osai me bouger un peu, déplacer ma jambe, et m'assurer que
J'étais bien seul sur ma couche. J'avais fermé les yeux, mais je me décidais pas à les rouvrir tant j'appréhendais de surprendre debout à mon chevet quelque indicible et répugnante présence, humide et gélatineuse, dont j'imaginais mal la forme et le volume, et dont la consistance seule, éprouvée quelques secondes, avait suffi à me hérisser tous les poils sur le corps. Je trouvai à tâtons la boîte d'allumettes sur la table de nuit. Impossible cependant de faire la lumière. Une première allumette se cossa sous mes doigts fébriles. La flamme d'une autre avorta lamentablement à cause de la fenêtre qui venait de s'ouvrir et du léger souffle de vent qui pénétrait en faisant bouger le rideau dont j'entendais sonner les perles de bois contre la vitre. Une troisième avait déjà brûlé, et je la frottais en vain. Je suais à grosses gouttes qui coulaient sur mes tempes et dans les plis de ma bouche salée. Je me sentais impuissant, abéti, aussi fallait-il toute ma volonté pour ne point abandonner la partie et me cacher, grelottant et sanglotant, la tête sous la couverture, comme un enfant désespéré. La lumière jaillit enfin, alors que je ne l'espérais plus. Avec elle revint en moi un peu de calme. Je fis le tour de ma chambre, rien d'anormal. Ma porte toujours parfaitement verrouillée, et je ne vis rien d'autre dans la grande armoire mystérieuse, ouverte avec appréhension, qu'un vieux veston de Mérovac, sentant terriblement la naphtaline. Sur mon lit, seulement de la poussière et une épingle rouillée. Je vis alors soulever mes couvertures pour examiner de plus près mes draps à l'endroit où j'avais senti contre moi l'innommable présence. Il y avait là une trace encore moite, une odeur de vase que je percevais tout à coup, et un débris d'algues tout humide encore. Ce ne fut la fin de cette nuit, on l'imaginera aisément. Je me rhabillai entièrement au plus vite, conscient d'être ainsi vêtu, en meilleure posture pour faire face au danger, qui ne vint d'ailleurs pas. Assis sur le bord de mon lit, j'attendis le jour en fumant cigarette sur cigarette, afin de ne pas sombrer, faute d'un dérivatif, dans ce mal incurable que les savants psychiatres ont dénommé la démence figée. Les premières lueurs de l'aube blafarde coïncidèrent avec l'agonie de ma bougie. Engourdi, frileux, lourd du sommeil dont je n'avais pas voulu, je m'accoudai à la fenêtre pour m'y rafraîchir au spectacle miraculeux d'un lever du jour auquel je n'avais que rarement assisté. C'était simple et grandiose à la fois. Je me croyais seul au monde et que toute cette féerie se déroulait pour moi uniquement. Bientôt, cependant, le souvenir des événements de la nuit l'emporta sur mon enthousiasme passager. J'avais hâte de revoir mon oncle, de lui parler de mon aventure. J'avais l'impression qu'il pourrait m'en donner une explication. Je pouvais néanmoins me présenter chez lui à une heure aussi matinale. Je devais attendre au moins le réveil de la vie au village. Je sortis donc pour tremper mon impatience. Je n'avais plus peur. J'observais sur le paravent du corridor d'entrée des traces humides et une fois encore des débris d'algues. Au dehors, la journée s'annonçait lumineuse. Un léger brouillard flottait encore sur les prés. Je ne rencontrai personne sinon un chien roux au poil hérissé qui me croisa, la queue basse, en me suivant des yeux. L'horreur des heures nocturnes s'était entièrement dissipée. Je finissais même par me demander si je n'avais pas été victime d'un mauvais rêve. La vie retrouvée me distrayait de mes terreurs. Le visage encore silencieux était pour moi accueillant et plein de souvenirs. Je profitai donc du temps dont je disposais avant d'aller chez mon oncle, pour accomplir le pèlerinage de mon enfance et retrouver les lieux où s'étaient passées tant d'heures claires de ma jeunesse. Je visitais ainsi successivement le lavoir aux murs suintants, où l'atmosphère était si crue, si glacée, et qui sentait bon le savon et la source, puis le verger où j'avais maraudé souvent, et l'arbre où mes initiales gravées dans l'écorce étaient à présent entièrement cicatrisées. L'arbre m'avait oublié. En suivant le petit chemin rocailleux, bordé de hautes haies et d'épines, je parvins à la rivière, face à la touffe de joncs vert gris, où plongea brusquement une sarcelle surprise. L'eau à cette heure matinale paraissait plus transparente encore, plus fraîche, plus rapide sur son lit de gravier doré. Je longeai la rive, escaladai le rocher, que j'aurais cru plus grand, pour retrouver l'endroit où nous pêchions jadis
avec mes camarades au bout du jardin du presbytère et que nous appelions le cul du curé. Il y avait dans un des gros sapins un piton rouillé que je reconnus avec émotion pour y avoir accroché bien souvent mes souliers attachés par les lacets. La plaie de résine grisâtre sointait toujours, inguérissable, mais devant moi, en me penchant sur la rivière, je vis une autre chose. Dans l'eau à demi ramenée à la berge par le courant, échouée comme une vieille barque, la face gonflée, noire de mouches, ballonnait horriblement le cadavre d'un homme presque nu. Et à l'instant je compris tout. Une heure plus tard, mon oncle et quelques voisins m'accompagnaient auprès de cette tragique épave et l'identifiaient sans erreur. C'était bien Merovac. La mort remontait à plusieurs jours. On apprit plus tard, par une lettre trouvée chez lui, qu'il avait agi volontairement. Le hasard seul m'avait mêlé à ce tragique événement. La crainte du pauvre homme de pourrir sans sépulture m'avait valu cette manifestation terrifiante dont je garde le plus affreux souvenir et l'habitude de porter en dormant, où que je sois, une culotte de pyjama. Ceux qui ont touché une nuit de leurs cuisses nues un cadavre humide, et ils sont rares, je gage, me comprendront aisément.